Bonjour tout le monde et désolé de commencer quelques minutes en retard. Bienvenue sur cette série de webinaires TAC 21 sur le parcours de vie et l'intégration de l'OMS. C'est notre quatrième session et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les opportunités d'intégrer le vaccin contre la COVID-19 et de s'intégrer dans les soins de santé primaires. Vous pouvez écouter cette présentation en français. Pour ce faire, veuillez sélectionner le globe en bas de la fenêtre Zoom et choisir la langue de votre choix. Si vous avez des difficultés à trouver, faites-le moi savoir dans le chat. Et tant qu'on parle du chat, vous pouvez déjà vous présenter et nous dire d'où vous venez. Et également nous donner votre nom. Nous serions ravis de savoir qui est avec nous aujourd'hui. Vous pouvez également utiliser le chat. Vous avez besoin d'assistants techniques si vous avez besoin d'aide avec le son ou quelque chose qui, ça peut nous aider à identifier s'il y a des problèmes techniques. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez utiliser la case questions et réponses qui est disponible en bas de la fenêtre Zoom. Posez votre question à n'importe quel moment et nos présentateurs y répondront après la présentation pendant la session questions et réponses. Donc, il y a d'abord la présentation pendant environ 30 minutes et puis ensuite, il y aura une session de questions et de réponses. Enfin, cette session est enregistrée. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons commencer un petit peu en retard parce qu'il y avait des problèmes techniques, mais tout va bien maintenant. Nous sommes en train d'enregistrer et nous allons partager le lien vers la vidéo ainsi que vers les diapositives par email. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons que vous allez apprécier cette session et je vais donner la parole à Laura. Laura, la parole est à vous. Merci Alexandre, merci tout le monde. Bienvenue à tous dans notre session sur le parcours de session de webinaire sur le parcours de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler, je suis un officier agent technique pour de l'équipe OMS pour l'intégration et le parcours de vie et je vais vous parler des développements au niveau de l'intégration des vaccins en Tanzanie. Nous allons également vous parler de la transmission et de l'immunisation de routine des vaccins. Et aujourd'hui, nous allons discuter des opportunités d'intégrer le vaccin contre la COVID-19. Aujourd'hui, je vais vous présenter un certain nombre de diapositives qui viennent du partenariat de livraison d'injection du vaccin contre la COVID-19, qui est un partenariat qui a été lancé en 2022 entre UNICEF, Gavi et nous, et qui a été supporté par un large réseau de partenaires. C'est un partenariat qui travaille pour essayer d'accélérer la couverture de vaccin contre la COVID-19. Et sur la diapositive suivante, vous allez voir que nous allons avoir une vue d'ensemble de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, quel est le statut mondial en ce moment de la vaccination contre la COVID-19? Qu'est-ce que l'intégration du COVID-19? Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer le vaccin contre la COVID-19 et quel soutien et assistance sont disponibles pour l'intégration du vaccin contre la COVID-19? Donc, si on réfléchit, si on regarde il y a 3 ans, ce n'était à l'époque pas un point de discussion, la vaccination contre la COVID-19. Si on réfléchit même en 2021, il n'y avait pas encore de discussion sur le vaccin contre la COVID-19, mais d'ici fin 2021, il y a eu des contraintes et pendant cette période de temps, et ce sont les chiffres les plus récents que nous avons ici, il y a eu 13,3 milliards de doses qui ont été administrées au niveau mondial du vaccin contre la COVID-19, ce qui est incroyable. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans toute notre vie et c'est quelque chose qui est vraiment incroyablement important et on reconnaît à quel point il y a eu beaucoup de travail, que tout le monde a dû beaucoup travailler pour s'assurer de pouvoir administrer ces vaccins. Et bien sûr, il y a eu un focus très important sur certains groupes. Les groupes à priorité élevée, c'est-à-dire le travailleur de la santé, les adultes les plus âgés et les personnes à immunité compromise. Donc, nous avons travaillé sur tous les États membres, 138 États membres. Nous avons vu que 70% de la population a été protégée contre la COVID-19 ou ont reçu en tout cas une dose de vaccin contre la COVID-19. Sur la diapositive suivante, nous allons voir un petit peu plus ce qui est sur les vaccins qui ont été administrés aux travailleurs de la santé. Donc, nous avons vu sur les travailleurs de la santé qui ont reçu au moins une dose, il y a au moins 59%
dans des travailleurs de la santé qui ont reçu une dose dans les États membres reportés par l'OMS. Donc, sur les données disponibles, nous avons vu que nous arrivions à atteindre les groupes à risque élevé. Et bien sûr, il y a des opportunités d'amélioration, mais globalement, on peut voir que beaucoup de pays rapportent qu'ils ont réussi à atteindre ces groupes à risque élevé, ces groupes à priorité élevée, et que les progrès continuent à se développer sur plusieurs mois. Et que ces rapports arrivent à l'OMS pas toutes les semaines, et dans tous les rapports que nous voyons qu'il y a un nombre de plus en plus élevé de groupes cibles qui sont atteints. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir également la couverture sur les groupes, et ça c'est très important quand on parle du parcours de vie, quand on parle des personnes plus âgées. C'est une population qui n'a pas forcément accès au vaccin, à part dans certaines régions. Mais nous avons vu que nous avons des États membres qui rapportent qu'il y a les vaccinations chez les personnes plus âgées qui ont été atteintes, qui ont eu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que nous allons en parler un peu plus en détail, mais quand on parle de parcours de vie, d'intégration, le fait que nous avons eu ce groupe, cette plateforme qui est établie à présent, nous avons des personnes qui reçoivent des vaccins qui ne recevaient pas auparavant de vaccins. Cela donne une opportunité pour eux, plus d'opportunités, plus d'accès pour d'autres interventions de santé. Donc, sur la diapositive suivante, qu'est-ce qu'on veut dire par intégration de la COVID-19? Donc, sur la diapositive suivante, je vais juste rapidement parler de ce qu'on veut dire en parlant d'intégration de la COVID-19. Et je veux dire que quand on parle de la façon dont l'intégration peut être renforcée au niveau des soins de santé primaires, il y a un guide qui a été lancé en février de cette année qui couvre un petit peu comment les considérations, voir comment on peut intégrer, faire une intégration dans les autres services de santé. Et je pense que c'est important. Si des pays sont intéressés et veulent comprendre ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent utiliser alors ces lignes directives. Et c'est pour ça que nous avons cette explication, c'est cette définition de ce que nous voulons dire par intégration. Ce qu'on veut dire, c'est l'adoption complète du vaccin contre la COVID-19 dans les services, de programmes de services d'immunisation nationale, les soins de santé primaire et tous les autres services de santé pertinents, avec le but global d'améliorer l'efficacité et la durabilité du programme, d'améliorer la demande et d'améliorer la certification d'utilisateurs. Et bien sûr, nous voulons atteindre cela, quand nous parlons de ça d'ici 2030, en parlant de satisfaction des utilisateurs, nous voulons dire que c'est une approche basée sur les gens. Donc, quand quelqu'un a un contact de santé, qu'il reçoive une intervention de santé, qu'ils ont l'opportunité de recevoir d'autres interventions, alors cela s'appuie sur des blocs de soins de santé où nous pouvons voir ce qui peut être fait pour intégrer les soins de santé au niveau de la gouvernance, au niveau de l'amélioration du financement, au niveau de l'amélioration de l'engagement de la communautaire, mais également il faut améliorer la livraison de services et considérer la force de travail, les personnes qui travaillent dans la santé, et voir ce qu'on peut faire également au niveau des systèmes d'information. Il faut également améliorer l'accès aux médicaments essentiels. On parle donc au niveau de l'immunisation, parlons d'avoir des vaccins de qualité qui sont disponibles. Donc voilà, ce sont des domaines sur lesquels beaucoup de pays ont fait des avancements. D'ailleurs, on va entendre l'exemple de la Tanzanie. Mais quand on réfléchit à la façon dont on peut délivrer le vaccin contre la COVID-19, c'est vraiment des domaines importants. Et sur la diapositive suivante, nous allons parler à certains points. C'est-à-dire de nos jours, les pays sont à des étapes différentes au niveau de l'intégration de la COVID-19. Il y a des pays qui ont des efforts d'intégration qui sont limités, où ils se concentrent encore sur injecter le vaccin contre la COVID-19. D'autres pays ont une intégration planifiée. On essaie de voir comment ils peuvent transitionner de donner le vaccin contre la COVID-19 et l'intégrer dans les missions de routine, mais il n'y a pas encore une date exacte. Quand on parle d'une intégration planifiée, il y a certains pays qui veulent peut-être considérer comment est-ce qu'ils peuvent vacciner contre la COVID-19, par exemple sur certains groupes qui ont certains contacts de santé, ou s'ils veulent créer des services pour cette population, pour qu'ils puissent recevoir multiples interventions pendant un contact avec un travailleur de la santé. Ensuite, nous avons des pays qui ont ce qu'on appelle une intégration opportuniste,
où ils essayent d'avoir des activités qui sont sur le court terme, où ils essayent de gérer les contraintes au niveau des ressources et de nécessités, mais qui n'ont pas vraiment de stratégie en place. Et enfin, il y a des pays où une intégration structurée, où ils peuvent faire des activités stratégiques qui leur permet d'établir une intégration systématique, où ils considèrent et planifient comment atteindre des groupes cibles, y compris une coordination entre les secteurs avec les partenaires de soins de santé primaires. Sur la diapositive suivante, nous allons voir pourquoi est-ce que c'est important de faire cette intégration. Donc, comme nous l'avons mentionné auparavant, l'intégration est très pertinente aux soins de santé primaire et aux programmes qui ne concernent pas l'immunisation. Ça aide vraiment à renforcer la collaboration entre les systèmes de santé. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que quand on essaye d'intégrer les vaccins contre la COVID-19 dans les systèmes, les soins de santé primaire, cela encourage vraiment une collaboration entre les parties prenantes au niveau des soins de santé primaire. On sait que ces soins de santé primaire peuvent être assez verticaux. Il y a certains programmes qui peuvent avoir certains flux de financement ou d'autres programmes peut-être qui sont peut-être plus basés sur les donateurs ou sur délivrer certaines interventions de certaines façons. Mais l'idée derrière les soins de santé primaire, c'est que nous travaillons tous ensemble et que nous considérons une approche centrée sur les personnes. Nous voulons atteindre les populations, les personnes qui ont accès à nos services, qui reçoivent des services et s'assurer qu'une fois qu'ils ont accès à ces services de santé, nous assurer que tout soit disponible. Donc, quand on a des soins de santé primaire qui sont forts, on peut améliorer la satisfaction, mais de plus, on améliore les capacités techniques des travailleurs de santé également. Nous avons également certains apprentissages, certaines leçons sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, que nous avons apprises avec la COVID-19. Nous avons vu qu'il y a eu des innovations incroyables qui ont été lancées au cours des 3 dernières années. Et vraiment, ça a été assez incroyable de voir du point de vue non seulement de la livraison, mais surtout la façon dont les pays essayent également de rapporter les vaccins. Nous avons vu des avances importantes sur la numérisation, sur la façon dont les pays trouvent de nouvelles façons d'enregistrer, de rapporter les vaccins contre la COVID-19. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces expériences et essayer de les adapter et d'améliorer les soins de santé primaires? Enfin, il y a l'opportunité de bénéficier de ces apprentissages de la COVID-19. Donc, on va en parler un petit peu plus de ça plus tard, mais juste pour dire que pour certains pays qui sont admissibles à recevoir une assistance, il y a l'opportunité de bénéficier de financements prioritaires. Diapositive suivante. Dans cette diapositive, il y a beaucoup de choses, cette diapositive, mais c'est une diapositive qui a été adaptée à partir du guide que j'ai déjà mentionné. Quand on intègre le vaccin contre la COVID-19, ça crée une plateforme pour intégrer d'autres vaccins de parcours de vie. Et ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est qu'il y a une pipeline de nouveaux vaccins qui sont en train d'être intégrés dans le parcours de vie, et en renforçant et en établissant ces étapes maintenant, on peut vraiment bénéficier, ça bénéficiera vraiment aux vaccins qui arrivent dans cette pipeline. Non seulement pour les nouveaux vaccins qui arrivent dans cette pipeline, mais aussi ça peut bénéficier à d'autres aspects d'intervention de santé. Comment est-ce qu'on peut administrer ces vaccins aux différents moments du parcours de vie? Il y a donc la grossesse, la petite enfance, les enfants, adolescents, adultes. Et pour les vaccins contre la COVID, nous avons également ces groupes de priorité élevée. Et parmi la priorité élevée, nous avons en particulier les personnes enceintes et les travailleurs de la santé, et nous pouvons voir les façons dont nous pouvons renforcer cette plateforme, réfléchir aux autres interventions de santé qui peuvent être délivrées, et nous espérons que ça peut mener à renforcer les soins de santé primaires et à se concentrer sur les personnes et à améliorer la satisfaction des utilisateurs. Diapositive suivante. Donc, cependant, nous devons avoir conscience que l'intégration du vaccin contre la COVID-19 ne sera pas pareil pour tous les pays et que ce sera différent en se basant sur différents facteurs. Donc, parfois, le processus d'intégration peut être plus facile dans notre pays, dans certains pays que dans d'autres. Ça dépend bien sûr du contexte du pays et des programmes existants qui sont en place. Ça dépend également de la population cible et de la façon dont le pays définit cette population cible. Bien sûr, le financement est une inquiétude pour beaucoup de pays parce qu'essayer d'administrer ces vaccins, d'établir ces plateformes et de s'engager avec d'autres programmes d'immunisation
pour administrer le vaccin contre la COVID-19, ça ne sera pas aussi simple dans certains pays que dans d'autres, parce que c'est la première fois dans certains pays que ces étapes sont en train de se dérouler. Mais il y a également certains pays qui essayent d'adapter leur système numérique, ce qui demande pas mal d'investissement. Il y a également d'autres considérations à prendre en compte, comme par exemple la gouvernance, le contexte au niveau de la gouvernance. Ce n'est pas une liste complète, il y a beaucoup de facteurs que nous devons considérer, mais bien sûr, ce n'est pas à taille unique quand il s'agit d'intégrer le vaccin contre la COVID-19 et ça dépend fortement des priorités du pays, des infrastructures actuelles et du système de santé actuel dans le pays. Diapositive suivante. Donc, nous allons parler rapidement de l'assistance disponible au pays au niveau de la vaccination contre la COVID-19. Donc, il y a 4 types d'assistantes qui sont disponibles et ça couvre donc les matériaux d'assistante, l'assistante technique, le plaidoyer politique et le financement. Aujourd'hui, je vais parler des matériaux d'assistante brièvement parce que Rebecca va plus en parler. Et sur la diapositive que je vais partager après ça, ça va parler un petit peu des autres assistances qui sont disponibles au niveau du financement. Diapositive suivante. Donc, dans le cadre du partenariat d'administration du vaccin contre la COVID-19, nous avons un package qui a été établi suivant un guide qui a été lancé en février cette année. Ce package d'assistance prend en considération divers aspects de l'administration du vaccin contre la COVID-19. Il y a donc un outil d'évaluation, il y a une liste de vérification pour voir si les pays sont prêts et il y a également des documents de mise en œuvre. C'est donc un package qui est en train de développer en ce moment et en ce moment, il y a un test qui est fait dans plusieurs pays. Et je pense que ce qui est important, c'est que si les pays ont besoin ou veulent essayer de demander de l'assistance, alors ils peuvent parler aux donateurs pertinents, parler à divers pays, et nous pouvons essayer alors d'évaluer à quel point le pays est prêt au niveau de l'intégration du vaccin contre la COVID-19 et ce qu'il devrait prendre en considération pour avancer. C'est important. Diapositive suivante. Bon, ici, nous avons donc, c'est pour atteindre le but d'intégration contre la COVID-19, c'est le guide à considérer. Donc, comment intégrer la vaccination dans les soins de santé primaire et d'autres soins de santé. Donc, voici la cartographie de ce guide. Ça va d'initier et de s'appuyer sur l'intégration. Bien sûr, il y a l'aspect planification pour développer le plan d'intégration du pays, la mise en œuvre et la supervision. Et enfin, le suivi des actions de suivi de l'intégration. Pour cela, nous avons un outil d'évaluation de l'intégration et également une liste de vérification. Nous avons également des documents d'assistance et Rebecca, qui nous rejoint dans l'appel aujourd'hui, fait partie de l'équipe qui travaille justement sur les documents de formation au niveau infranational et elle en parlera plus tard dans cette présentation. Sur ce, je vais passer la parole à notre collègue Dr Tingua et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laura. Et je suis Dr Tinga Florian de Tanzanie et je travaille avec mes collègues sur le programme de développement de vaccins d'immunisation. Je vais présenter de la part de l'équipe de Tanzanie. Diapositive suivante. Donc, nous allons voir brièvement le statut de l'immunisation contre la COVID-19 dans le pays et notre approche d'intégration, ce que nous avons fait pour le moment est suivant. La Tanzanie, donc c'est un pays d'Afrique de l'Est qui a près de 62 millions de personnes. Les programmes d'immunisation de notre pays a été commencé dans les années 70 et nous essayons, la cible est d'immuniser 2 millions d'enfants, mais pendant la COVID-19 également, nous avons essayé de vacciner
30,7 millions de personnes de plus de 18 ans. Suivant. Donc, à partir d'avril, depuis avril, sur notre cible, il y a un total de 30,7 millions de personnes qui ont été complètement vaccinées contre la COVID-19. C'est presque 53% de la population du pays. 2 millions de personnes de plus de 18 ans. Donc, 53% de la population totale, ce qui est une amélioration par rapport à mars 2022. En mars 2022, nous n'étions encore qu'à 10% de couverture vaccinale. Donc, vous pouvez voir ici sur les personnes de plus de 18 ans qu'il y a une forte accélération du taux après mars 2022. Dans notre pays, nous avions 6 vaccins qui ont été envoyés. Et nous avions également ce vaccin Sputnik qui a été donné à Zanzibar. En total, voici la liste des vaccins qui étaient disponibles dans notre pays et qui ont été utilisés et dont notre pays a bénéficié. Suivant. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pensé à la vaccination contre la COVID-19? Comme je dis, nous avons beaucoup investi dans le vaccin contre la COVID-19. Nous avons donc créé une immunisation de routine. Nous avons réussi à atteindre une bonne performance au niveau de l'immunisation de routine pendant la COVID-19. Et nous avons, pour essayer de prévenir certaines maladies, parce que nous avons vu dans différents pays et dans notre pays également, il y a eu une augmentation de certaines maladies préventables, comme la rougeole, parce que il y a certaines personnes qui ne pouvaient plus se faire vacciner pendant la COVID. Donc, maintenant, nous avons décidé d'intégrer la COVID-19 pour cette raison dans notre programme de routine. Suivant. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on commence à approcher cela? Donc, notre approche d'intégration. Nous avons commencé par planifier avec des groupes techniques. Mais après avoir fait ça, nous avons également commencé à développer des lignes directives. Nous avons fait une ébauche. Et sur cette ébauche, nous avons considéré différents aspects. Regardez le contexte au niveau de l'immunisation, la perspective. Et comme je dis, et parmi les choses que nous avons considérées également, nous avons dû considérer les groupes cibles. Sur, par exemple, le groupe, nous voulions vacciner les personnes de plus de 18 ans. Nous avons pris ça en considération pendant nos ébauches. Nous avons également réfléchi aux groupes cibles et aux programmes auxquels nous pouvons intégrer. Parce que je voulais parler des services sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous avons regardé les défis que nous avons rencontrés pendant les vaccins contre la COVID-19. Et nous voyons également ces mêmes défis généralement pendant les immunisations de routine suivantes. Donc, comme je l'ai dit, l'approche d'intégration, ça a été fait à différents niveaux. Nous avons dû nous baser sur les défis existants que nous avons rencontrés. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est essayer d'engager les travailleurs de la santé pendant l'administration des services pour améliorer la vaccination contre la COVID-19 et la réimmunisation de routine. Et afin de maximiser cela, nous avons dû voir d'une façon ou d'une autre de quelle façon
intégrer cela au service d'immunisation de routine. Donc, ce qu'on a fait pour intégrer ces services de vaccination, c'est la distribution de vaccins, mais cette distribution de vaccins a commencé du niveau infranational, du niveau régional, et ensuite, nous avons distribué cela aux institutions. Donc, c'est plus simple de travailler sur ces vaccins ensemble. Les vaccins contre la COVID-19 et les vaccins d'immunisation, c'est plus simple de les délivrer ensemble au niveau des institutions, car ils utilisent les mêmes températures, donc ils sont stockés dans les mêmes réfrigérateurs. Et comment on fait ça? On utilise le même chaîne de distribution. Ainsi, on peut utiliser les mêmes réfrigérateurs, les mêmes véhicules pour les donner aux travailleurs de la santé pour qu'ils vaccinent contre la COVID-19. C'est le même contexte, mais avec différents lieux. La façon d'intégrer, dans la plupart des cas, c'est nous utilisons les institutions de santé, mais nous utilisons également des services mobiles, des services mobiles où les travailleurs de la santé peuvent aller administrer les vaccins dans les villages, dans les communautés, pour les vaccins. Dans notre pays également, nous utilisons un service à la maison. Ce n'est pas facile, mais ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise un système en passant par les travailleurs de la santé. Suivant. Donc, comme je dis, quand on a commencé l'intégration, on n'a pas commencé avec un plan complet. On a commencé par sélectionner certaines régions où nous avions des partenaires de mise en œuvre et des ressources qui étaient disponibles. Et ces régions étaient Arusha, Kagera et Manyara, où nous avions des partenaires de mise en œuvre. Donc, voici nos partenaires d'intégration et voici les nombres. Donc, ils ont vu les meilleures pratiques de ces régions avec les lignes directives au niveau national. Nous allons les sortir bientôt. Nous allons sortir ces lignes directives d'ici fin mai. Suivant. Donc, au niveau de l'intégration, il faut qu'il y ait un changement d'état d'esprit chez les travailleurs de la santé. C'est parce ils ont peu de ressources, mais il faut essayer de générer un maximum de réussite à tous les niveaux. Et en utilisant également les plateformes qui existent également pour l'administration de services, pour l'intégration. Pour une intégration efficace, ça peut être fait si on planifie de façon jointe avec des groupes de travail technique et avec des partenaires de mise en œuvre et si on travaille également avec les donateurs et les gouvernements. Suivant. Donc, comme je dis à nouveau, développer un outil de supervision intégrée, c'est vraiment très important pour superviser si l'intégration est efficace ou non. Et pour ça, nous avons intégré cela. Nous avons créé des équipes de vaccination et nous avons défini leur rôle et responsabilités dès le début. C'est vraiment important parce que l'équipe de vaccination, leur but était de vacciner quand ils le pouvaient. Et pendant l'intégration, maintenant, on va leur donner des outils. On va leur donner la possibilité d'administrer ces vaccins. Donc, nous voulons tourner ça en opportunité d'intégrer l'immunisation et d'intégrer avec d'autres programmes également, les programmes contre le VIH. Il y a des plateformes d'intégration maintenant qui vont utiliser des ressources déjà existantes
au niveau des services de santé. Donc maintenant, quand on peut obtenir davantage d'avantages secondaires au niveau de ces plateformes. Voilà, c'est ma dernière diapositive qui parle des défis. Quand on parle d'intégration, quand on intègre et on augmente la charge de travail pour les travailleurs de la santé. Donc maintenant, dans nos pays, il y a des systèmes. Dans les systèmes, et les systèmes, on manque de personnel pour faire l'intégration. Il n'y a pas assez de personnel et le personnel qui est là doit travailler sur l'intégration et du coup, ils ont trop à faire, ils sont surmenés, mais également au niveau de l'intégration, il y a aussi les problèmes que les institutions sont trop lointaines et qu'il y a une trop grande distance et que ça cause des coûts au niveau des transports et que du coup, il y a des priorités au niveau du système qui ne sont pas prises en considération. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Oui, d'accord, on va maintenant passer à Rebecca. Merci beaucoup. Merci aux deux présentateurs précédents. Cette dernière présentation a soulevé des points qui sont très pertinents à certaines des choses dont je vais parler au cours des minutes à venir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vais parler de deux sujets différents. Les deux représentent des initiatives qui sont en cours actuellement. Donc, la première, c'est mener une série d'études de cas sur les mesures dans lesquelles l'intégration du vaccin contre la COVID-19 est en train de se passer, est en cours. Et le deuxième sujet, c'est le développement d'un package de formation au niveau infranational en particulier sur le sujet de la vaccination, de l'intégration de la vaccination contre la COVID-19. Diapositive suivante. Donc, en ce qui considère les études de cas sur l'intégration de la vaccination contre la COVID-19, comme Laura a déjà décrit, beaucoup de pays sont déjà en train de faire une transition entre l'administration de services qu'ils ont utilisé au départ pour introduire le vaccin contre la COVID-19, faire quelque chose qui est plus durable, qui intègre vraiment le vaccin contre la COVID-19 dans des services existants d'une façon qui atteint les groupes cibles. Et nous avons parlé de ça en Tanzanie également. Mais il y a beaucoup de choses encore que nous pouvons apprendre sur ce sujet, sur ce qui se passe, sur ce qu'on apprend, ce qui marche bien, etc. Donc, en gardant ça à l'esprit, vous pouvez voir que l'idée, c'est de soutenir un effort collaboratif. Il y a eu deux différents projets de l'USAID qui étaient donc de faire une série d'études de cas. Les deux projets étaient la transformation de la remission de routine et c'est le projet Momentum et l'accélérateur de renforcement du système de santé et d'équité qui regarde vraiment le fonctionnement du système de santé en général. Et l'objectif de ces études de cas, c'est de générer des leçons sur ce qui s'est déjà passé pour le moment sur l'intégration, de regarder ce qui a vraiment bien fonctionné, ce qui ne fonctionne pas bien à ce niveau, et ce qui pourrait fonctionner mieux. Et deuxième objectif, c'est vraiment de générer des considérations, des idées sur l'administration future des vaccins contre la COVID-19. Et enfin, c'est de voir si nous pouvons avoir donné le même niveau de ressources que nous avons donné pour la COVID-19, mais qui n'est pas encore disponible à ce même niveau. Et ces résultats vont être utilisés pour aider les pays à revenus faibles et moyens pour mieux identifier ce qu'ils peuvent faire, pour mieux intégrer l'intégration des vaccins contre la COVID-19 à d'autres services. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre approche générale à ces études de cas, ça suit de très près le cadre de travail que l'UNICEF utilise et cela regarde également les activités d'intégration pour l'intégration de vaccins contre la COVID-19, voir des missions de routine, l'intégration avec les services de santé et également parler des groupes cibles, on se concentre en particulier sur les groupes à priorité élevée. Il faut prendre en compte également le type d'administration de services. Est-ce que c'est par des services fixes
ou mobiles ou des services qui essaient d'atteindre des personnes dans les endroits plus lointains. Dans quelle mesure l'intégration se passe déjà, que ce soit une phase pilote ou enfin, vous pouvez voir également vers le bas, nous regardons également les dimensions que Laura a mentionnées plus tôt. Je ne vais pas en parler tous maintenant, mais notre protocole est largement organisé sur des systèmes de blocs de construction. Nous regardons des études de cas sur 8 pays avec des visites en personne sur le terrain et nous allons essayer de les faire au cours des 3 à 4 prochains mois à venir. Diapositive suivante. Nous savons que beaucoup de partenaires différents sont impliqués dans l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans l'immunisation de routine et d'autres services de santé. Et c'est vraiment vital de coordonner sur les différents groupes qui sont impliqués. En gardant ça à l'esprit, nous avons maintenant des groupes de conseil pour ces études de cas qui incluent des représentants de l'UICN, du CDC, de l'OMS, du UNICEF, Gavi, du CSO et du programme d'immunisation nationale. Au niveau des termes de référence, c'est vraiment, il faut améliorer la coordination, donner des commentaires sur l'approche générale, partager des documents additionnels, des informations et parler des pays, donner des commentaires sur les évaluations, sur les recommandations et sur la dissémination du produit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En ce moment, nous sommes toujours en train de discuter avec l'USAID sur les pays où nous allons conduire les études de cas. Mais ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'avoir un mix de différentes circonstances au niveau des pays. Donc, nous voudrions inclure des pays qui ont déjà été des innovateurs au niveau de l'intégration, mais en reconnaissant également qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de pays qui n'en sont pas encore très loin pour le moment au niveau de l'intégration. Donc, nous regardons définitivement une certaine diversité au niveau géographique. Nous reconnaissons que c'est important de comprendre l'influence de différents niveaux de la performance de vaccins contre la COVID-19 et de l'immunisation de routine. Ça fait partie du contexte. Et également, nous allons travailler sur les pays prioritaires de l'USAID et que ce soit avec le projet Momentum ou le projet Accélérateur, ils ont déjà des contacts avec des personnes sur place. Diapositive suivante. Pour les visites dans les pays, nous pensons que ce seront des visites d'environ 10 jours. Nous allons mener des interviews avec différents types de personnes, définitivement avec le programme d'immunisation, mais pas uniquement. Nous reconnaissons également que c'est d'une importance vitale de parler avec des personnes d'autres programmes prioritaires qui servent les groupes prioritaires. Nous devons parler aux personnes qui travaillent, par exemple, sur les programmes contre le VIH, la tuberculose. Nous vont parler également aux personnes qui travaillent au niveau des assurances santé nationale, du système de santé en général et aux leaders financiers. Nous reconnaissons également qu'avec les vaccins contre la COVID, il y a eu d'autres parties impliquées. Par exemple, dans certains pays, le président, le Premier ministre, les agences de réponse immédiate, d'intervention immédiate. Nous allons voir également qui va être intégré dans l'intégration sur le long terme. Nous allons parler à différents groupes de priorité, par exemple les ONG qui ont des contacts avec les contacts qui souffrent de diabète ou les personnes qui vivent avec le VIH. Parler également aux fournisseurs privés, aux responsables au niveau infranational et également aux partenaires d'immunisation. Nous espérons mener des visites sur le terrain dans chaque pays pour voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas avec la vaccination contre la COVID-19. Nous allons revoir des documents clés et fournir ensuite un débrief pour partager nos conclusions clés. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ensuite, maintenant, pour passer au sujet suivant, et ça revient un petit peu sur ce qu'on entendait de la part de la Tanzanie. J'apprécie vraiment l'approche qui a été décrite en travaillant avec l'OMS sur un package de formation pour l'intégration du vaccin contre la COVID-19, en particulier au niveau infranational. Et nous reconnaissons qu'il y a pas mal de défis
au niveau de l'administration des services au point de livraison pour intégrer le vaccin contre la COVID-19. Et je ne vais pas parler de tous ceux-là, mais je pense que nous connaissions déjà la plupart de ces défis. Mais en particulier, ce qui est remis dans cette dernière présentation, c'est reconnaître qu'il y a des variations de contexte qui sont importantes selon les districts, ce qui peut être faisable et approprié dans une zone urbaine à population dense ne peut ne pas être approprié dans une zone rurale ou dans une zone où les secteurs économiques des gens sont différents, par exemple. Nous reconnaissons également que même s'il y a de forts intérêts dans l'intégration de l'administration de services, nous devons regarder les diverses fonctions de management qui assistent cette administration de services et nous devons nous assurer qu'en développant des lignes directives au niveau des districts, nous devons prendre en compte ce que Dr Florian a mentionné plus tôt, qui était comment est-ce que l'intégration va affecter la force de travail et ses responsabilités, la charge de travail des personnes qui doivent mener ces efforts, en particulier s'ils n'ont pas été responsables précédemment d'administrer des vaccins. Comme Laura l'a mentionné également plus tôt, en parlant d'une approche qui est centrée sur les personnes pour améliorer l'administration de personnes, nous devons également prendre en compte une approche centrée sur les personnes pour comprendre la perspective des travailleurs de la santé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour développer ce package au niveau infranational sur la programmation et la planification, nous appuyons sur l'intégration de documents que vous connaissez peut-être déjà, que Laura a mentionné. Donc, par exemple, cette liste de vérification excellente, qui est l'annexe numéro 3, avec différentes considérations à prendre en compte. Nous allons peut-être nous appuyer sur ça et reconnaître que là où des décisions sur l'intégration du vaccin contre la COVID-19 doivent se faire au niveau national, la mise en œuvre et traduire ces grandes idées en décisions, en actions, en mesures, ça se passe au niveau infranational. Et j'apprécie vraiment l'approche qui a été prise en Tanzanie, qu'on vient d'entendre. Notre objectif avec ce package de formation, c'est de donner un guide pratique pour apporter de l'assistance au niveau des managers de district pour qu'ils aident le personnel de santé et aident à la planification pour intégrer le vaccin contre la COVID-19 dans les services qui existent, reconnaître l'importance de leur propre contexte au niveau de la santé et voir ce qui est ou qui n'est pas faisable dans leur contexte. Il y a également un certain nombre d'outils de facilitation qui peuvent être utilisés lors d'un atelier de 2 jours. Diapositive suivante. Donc, pour faciliter ce genre d'atelier de planification et de formation sur 2 jours, c'est en développement pour le moment. Nous sommes en train de développer ce guide de facilitation. Nous reconnaissons qu'il y a des étapes importantes qui doivent être établies avant l'atelier. Ça inclut assembler des décisions de politique nationale sur le vaccin contre la COVID-19, assembler des informations sur les différents groupes de priorité, combien y en a-t-il et dans un district, où est-ce qu'il se situe, quel type de ressources sont disponibles pour les atteindre. Et de façon critique également, identifier et inviter les parties prenantes appropriées, reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui se passe comme d'habitude au niveau d'organisation. Il faut qu'on implique d'autres personnes et que ce n'est pas la façon habituelle, nous faisons les choses habituelles. Donc, pendant l'atelier, nous allons réviser les politiques nationales pour que tout le monde ait une idée de ce qu'ils font. Ensuite, travailler pour développer un accord sur le contexte, sur les stratégies pour atteindre ces groupes à priorité élevée. Et ensuite, enfin, vraiment travailler à l'intégration des changements nécessaires au niveau des fonctions de management, de gestion, pour l'administration de services. Ensuite, nous allons travailler à identifier les besoins en matière de ressources et identifier les étapes suivantes et les rôles et les responsabilités. Après l'atelier, c'est aussi important de faire un certain travail pour évaluer la faisabilité et l'impact des changements proposés. Et de fait, si on peut faire ça pendant l'atelier ou même obtenir ces informations en avance de l'atelier, ce serait idéal. Ça aiderait à renseigner la prise de décision. Mais si ce n'est pas possible, on doit définitivement faire ce type de suivi. Il y a également un besoin de réviser les micro-plans existants pour l'immunisation, identifier et sécuriser les ressources pour la mise en œuvre, adapter ou créer des nouveaux matériaux,
et qui sont essentielles pour supporter une telle intégration. Et comme nous avons entendu de la part de la Tanzanie, s'assurer qu'il y a des mécanismes en place pour les suivis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sur ce, maintenant, nous allons voir quelques questions importantes pour que ce soit un petit peu plus interactif et en savoir un petit peu plus. Les deux premières questions, c'est si vous travaillez, vous, au niveau de l'intégration au niveau du district, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que sont les défis principaux? Qu'est-ce qui vous aide le plus? Et ensuite, l'autre question qu'on va demander dans un moment, c'est encore au niveau du district, qui est-ce que vous verriez comme les personnes les plus importantes, pas seulement au niveau de l'immunisation, mais également en dehors de l'immunisation, à impliquer dans la planification de l'intégration? Donc, merci beaucoup. Et sur ce, maintenant, nous allons passer aux questions. Et je pense que Stéphanie va répondre. Donc, voici les questions. Je pense que nous allons avoir une traduction française, peut-être. Prenons un moment ici. Si vous pouvez choisir vos deux défis principaux à une intégration réussie du vaccin contre la COVID-19 au niveau du district. Donc, allez-y, prenez un moment et choisissez vos deux choix principaux. Je vais vous donner une minute pour ça. That into French for those who struggle with English. Si vous travaillez au niveau du district pour intégrer la vaccination COVID-19 dans les soins de santé primaire, quels seraient selon vous les principaux défis à relever pour une mise en œuvre réussie? Veuillez en choisir deux. A. Coordination avec d'autres programmes. B. Planifier la réorganisation des systèmes pour atteindre les groupes hautement prioritaires. C. Impact sur le temps et les responsabilités des agents de santé. D. Révision de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des vaccins. E. Financement de la révision des systèmes et des processus. F. Formation et supervision du personnel de santé. G. Révision des outils de collecte et d'utilisation des données. Et H. Autres. Veuillez écrire dans le chat. So I see we're only able to make one choice. Okay, then please, sorry for that. Please do go ahead and make one choice then for the question. Sorry about that. Désolé, a priori, on ne peut faire qu'un seul choix. Okay, it looks like we're having a slowdown in participation, so I'm going to close the poll in. Nous allons maintenant vous laisser environ 10 secondes pour finir de faire votre choix. Ok, je vais montrer les résultats. Ok, donc 30% avec option C, impact sur le temps et les responsabilités des travailleurs de la santé. C'était en tête, suivi par planification de l'organisation des services pour atteindre les groupes de priorité élevée. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Donc, cette fois, nous regardons à ce qui va, au contraire, aider. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait aider, qui va rendre possible une intégration réussie du vaccin contre la COVID-19? Et veuillez faire un choix unique ici. Et Alex, l'option française est disponible dans le chat. La version française est copiée dans le chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour faire la référence si vous en avez besoin. Pardon, la version française dans le chat n'est pas la bonne, c'était la question 3. Alors, donnez-moi juste un instant, je vous la remets. La question 2.
Voilà, pour la question désolé pour l'erreur. Thank you very much. Stephanie, are people responding? People are still responding. Est-ce que les gens ont répondu? On a 63 personnes, encore 10 secondes. Ok, je mets fin au sondage. Alors ici, nous voyons qu'un fort leadership et une bonne connexion au niveau du district est vu comme la priorité la plus élevée, suivie par une bonne communication avec les travailleurs de la santé, et également des lignes directives claires sur les politiques et suffisamment de ressources pour faire des changements. D'accord, et passons à la troisième question alors. Alors, qui seraient les personnes les plus importantes dehors du domaine de l'immunisation à impliquer pour intégrer la vaccination contre la COVID-19? Donc, je vais donner 1 minute pour répondre à ça et il semblerait qu'il n'y ait qu'un choix unique également, donc ça nous force vraiment à hiérarchiser. Je devrais ajouter, s'il y a d'autres choses, d'autres options que vous pensez devraient être vraiment considérées, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. La version française de la question 3 est disponible dans le chat si besoin. Ok, nous avons encore des réponses qui arrivent. En quelques secondes, on peut répondre. Nous n'avons plus que quelques minutes qui nous laissent pour les questions et réponses. Ok, je mets fin au sondage. Et à nouveau, si vous avez d'autres options que vous voulez mentionner, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ce serait vraiment très intéressant pour nous de savoir. Ok, merci à tous nos participants et merci pour ce chat très actif aujourd'hui de la part de tout le monde en ligne. On n'a pas vraiment beaucoup de temps maintenant pour les questions et les réponses, mais on a quelques questions qui ont été postées dans la case questions-réponses qui ont déjà reçu des réponses. Donc, n'hésitez pas à vérifier si votre question a déjà reçu une réponse. Nous avons le temps pour peut-être 1 ou 2 questions. Je crois que nous avons une question, je crois, de Issa Toussard. La question est, est-ce qu'il y a un modèle d'intégration à utiliser comme un modèle de référence pour s'appuyer sur le cadre de travail, pour appuyer le cadre de travail d'intégration, puisqu'il y a eu un certain niveau d'hésitation au niveau du vaccin contre la COVID-19, donc l'intégrer dans une immunisation de routine qui est déjà acceptée par la population, ça peut peut-être créer plus d'hésitation au niveau des vaccins pour les personnes, pour ceux qui sont déjà approuvés au niveau des communautés. Je vais déjà essayer de répondre et puis peut-être qu'après on peut donner la parole à Dr Tanuga ou Laura. Oui, Laura, c'est une question très intéressante. Je pense au niveau de l'hésitation, cette question revient beaucoup au niveau de du vaccination contre la COVID-19. Je pense que le modèle ou le cas de travail, ce serait soins de santé primaire. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, avoir un système de santé primaire où les nouvelles interventions sont introduites
qu'il y a suffisamment de communication, d'explications fournies, ça devrait diminuer l'hésitation et je pense que le niveau d'acceptation devrait augmenter parce que vous avez une approche centrée sur les personnes et il y a des explications qui sont fournies. Mais je comprends effectivement que la discussion sur l'hésitation est très spécifique et dépend des pays, ça dépend même des régions. On peut voir d'ailleurs que c'est très différent au niveau global. Donc, ça dépend vraiment du contexte au niveau du pays. Mais s'il y a un certain niveau d'hésitation dans le pays, c'est bien de le garder à l'esprit parce que quand on parle d'intégration en général, et c'est quelque chose que Rebecca et Dr. Kanika ont mentionné, il y a toujours des bénéfices et des risques à une intégration. Et l'un des risques dans l'intégration, c'est ce point exact. S'il y a une acceptation faible, s'il y a des citations qu'on essaye d'intégrer dans des services qui ont une forte couverture, ça peut interférer avec ça. Mais je suppose qu'avoir ce modèle basé sur les soins de santé primaires, vous avez une bonne collaboration entre différents services, ça devrait diminuer ce niveau d'hésitation. Mais je devrais passer la parole à Dr. Kantengwa et à Rebecca. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question. J'ai mon collègue ici du programme d'immunisation qui va parler. Oui, merci. Essira de IBB. Au niveau de l'intégration, comme pour faire une remarque de fin, pour qu'une intégration réussisse, il faut une bonne coordination, il faut un bon engagement des partenaires, une bonne communication. Voilà, ok, merci. Je pense que ce sont les problèmes principaux. Et je pense que pour certains pays, il faut mener cette intégration avec des outils et d'intégration. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Rebecca, est-ce que vous avez des dernières remarques? Enfin, non, je ne pense pas. Je pense que c'était des bonnes réponses. Je vois que nous avons quelques questions supplémentaires, mais on n'aura pas le temps d'y répondre. On n'a pas le temps parce qu'il est déjà 4 heures. J'espère que vos questions sont adressées dans le chat pour ceux qui veulent avoir des réponses ici. Juste rapidement, au niveau de l'interaction des co-administrés avec le vaccin contre la COVID-19, est-ce qu'il y a d'autres campagnes prévenues? Si quelqu'un veut répondre à ça, mais je voudrais rappeler à tout le monde que nous avons un autre webinaire qui est prévu le mois prochain dans cette série, le 10 mai, qui va couvrir les plateformes scolaires et comme opportunité de vaccins. Et pour les vaccins de rattrapage, si vous voulez vous inscrire aujourd'hui, si vous étiez inscrit pour aujourd'hui, vous devriez déjà être inscrit automatiquement pour la prochaine. Donc, regardez dans votre boîte mail. Mais nous allons bien sûr continuer à partager et continuer à partager avec vos collègues et encourager-les à nous rejoindre. Nous allons continuer à avoir des webinaires une fois par mois sur de nouveaux sujets très intéressants, sur l'intégration et le parcours de vie. Donc, j'espère vous revoir tous à nos webinaires suivants. Merci à nouveau à tous nos présentateurs aujourd'hui. Merci à nos hôtes de TechNet et à toutes les personnes qui ont participé à l'appel. Merci beaucoup, Stéphanie. Nous allons fermer cette session. Merci à tout le monde. Nous enverrons tout par email, tous les matériels aujourd'hui et nous espérons vous revoir mercredi 10 mai. Merci et passez une bonne fin de journée.